effectivement, donc, je suis psychologue, systémicien, je suis tombé dedans quand j'étais petit, la systémique. J'ai commencé du coup à faire ma formation en thérapie familiale et systémique lorsque j'étais encore à l'université. Pourquoi? Parce que j'ai eu le sentiment d'un manque dans ma formation de psychologue à l'université, et qu'il fallait que je complète ça au plus vite par une thérapie, oui, mais ça c'est une autre histoire, par une formation en thérapie, et c'est là où j'ai rencontré tout d'abord l'Institut Michel Montaigne qui est à Bordeaux, et ensuite je me suis effectivement formé à l'IDES pour une totalité de 4 ans. Alors, et je vais effectivement vous parler de thérapie systémique individuelle. Et je vous annonce que c'est ma première fois en tant qu'intervenant dans un colloque, donc je vais tout d'abord invoquer la bienveillance de notre auditoire, ainsi que le reste de capacité attentionnelle qu'il vous reste par rapport à toutes les interventions qu'il y a eu cette journée. Alors, avant de parler de thérapie systémique individuelle, on vous a effectivement présenté énormément de concepts aujourd'hui, essentiellement concernant une façon de réfléchir qui est très différente d'un modèle linéaire. Et si vous êtes un petit peu comme moi lorsque j'ai commencé la systémique, vous pouvez être dans ce type de rapport, c'est-à-dire, ok, c'est bien gentil ce que vous me racontez, mais moi, dans ma pratique, comment je fais? Moi, dans mon institution, rencontrer les familles, ça me l'air très compliqué, les résistances peuvent se faire voir. Et, ou alors vous travaillez peut-être avec des personnes auxquelles c'est très compliqué de faire appel à la famille de façon physique. Par exemple, si vous travaillez avec les mineurs non accompagnés, anciens mineurs isolés étrangers, si vous travaillez avec des personnes qui sont primo-arrivants en France, et qui ont de la famille, mais beaucoup trop loin pour pouvoir les inviter, ou alors juste parce que les possibilités matérielles de vos bureaux, de vos institutions ne permettent pas de rencontrer plusieurs personnes. Alors à ça, je vais pouvoir répondre effectivement. Déjà, il y a toute la réflexion théorique qu'il y a derrière, qui est toujours très intéressante à utiliser. Mais il y a aussi quelque chose qui s'appelle la thérapie systémique individuelle. Alors normalement, à la prononciation de ce terme, je devais vous dire, attendez, moi, depuis le début de la journée, on me parle de système. Un système, c'est plusieurs éléments qui sont en relation. Là, le jeune homme, il arrive, il nous parle de systémie individuelle. Qu'est-ce qu'il raconte? Alors, ne vous inquiétez pas, on va en parler tranquillement. On va d'abord faire un bref rappel historique concernant l'avènement de la systémie. Vous allez voir, ça ne va pas être douloureux. Mais ça fait tout, enfin voilà, ça ne va pas être douloureux. On va commencer par la grande histoire. Donc la systémie, ça commence dans les années 50. C'est-à-dire dans un contexte mondial, on sort d'une deuxième guerre mondiale, pas très loin. Tout se connecte de plus en plus. C'est l'avènement d'Internet, de la globalisation, de la mondialisation. Il devient à cette époque-là impossible de raisonner de façon adéquate, de façon aux problèmes, aux ressources, de façon isolée. Tout doit être réfléchi de façon connectée à son environnement, en relation avec tout un tas de choses. Et plus l'information va loin, plus elle va vite, ou plus elle va vite, plus elle va loin. On ne peut plus rester sur des modèles de réflexion sur une échelle locale, une échelle individuelle. Ça, c'est le contexte mondial. Donc la systémie arrive du côté de Palo Alto à cette époque. Mais dans la prise en charge individuelle, on est aussi en 1950, on est aussi quasiment 60 ans après l'avènement de la psychanalyse. Donc la réflexion concernant le soin psychique est réfléchie de façon très très individuelle. Il n'est pas question à ce moment-là, notamment en France, parce que bon, 1950 c'est 60 ans après Freud, mais on n'est pas loin de Lacan aussi. Alors je parle de psychanalyse, mais comme je pourrais parler de behaviorisme, alors qui est très américain, mais qui commence à arriver en France, mais qui n'est pas encore à cette époque-là renforcé du cognitivisme, qui arrivera bien plus tard. Donc, tous les problèmes sont globaux, sont connectés, mais quand on s'adresse à l'humain, on s'adresse uniquement à une personne. Dans ce contexte-là, il y a la petite histoire de la thérapie systémique, de la systémie, où finalement,
le thérapeute systémicien a dû trouver sa place dans les institutions, dans les mentalités, et il a trouvé sa place effectivement en rencontrant plusieurs personnes, en rencontrant les couples tout d'abord, en rencontrant les familles. Mais le piège de cette reconnaissance-là, parce qu'on parle bien de reconnaissance, c'est de circonscrire la pensée systémique à une pratique. C'est-à-dire que dans les institutions, le systémicien qui arrivait, peu importe la théorie qui allait derrière, c'était la personne, le thérapeute, qui rencontrait plusieurs personnes. Après, la théorie qu'il mettait derrière, à la limite, à l'époque, peu importe. Et du coup, le thérapeute systémicien a développé sa pratique dans ce contexte-là, mais ce qui a donné qu'au niveau des publications, notamment, et de la reconnaissance, eh bien, les publications et la reconnaissance ont été elles aussi circonscrites à cette pratique-là, ce qui a posé le problème suivant. Tous les rôles étaient relativement bien déterminés, nos amis behavioristes et psychanalystes rencontraient les personnes individuelles, et puis dès qu'on sentait que le problème était un petit peu plus large, on passait la main à nos collègues systémiciens. Ça, c'était quand les rôles étaient très bien définis dans les institutions où toutes ces personnes étaient disponibles aussi. Le problème, c'est que les thérapeutes systémiciens, par la force des choses, ont fini par rencontrer des individus. Parce que, même en invitant la famille, de temps en temps, les personnes rencontrées ne voulaient pas inviter leur famille, mais voulaient continuer à avoir, avec ce thérapeute-là, un suivi, quel qu'il soit. Et pour des raisons, que ce soit de praticité, des raisons économiques, des raisons d'impossibilité de faire venir les familles, eh bien, les thérapeutes systémiciens ont bien été forcés à un moment donné de rencontrer des individus. Alors comment utiliser cette théorie riche concernant les familles et les couples à un contexte individuel? Eh bien, Lidor, dans son livre « Les thérapies systémiques individuelles », nous parle du phénomène d'exaptation. Alors, l'exaptation, c'est quoi? C'est un grand mot pour dire, eh bien, la théorie, en fait, c'est un ensemble de capacités, finalement, thérapeutes, qui les a adaptées sous la pression de l'environnement et qui se les est appropriées, sans forcément déployer une littérature abondante, parce que finalement, sur la thérapie systémique individuelle, à ma connaissance, il y a 3 livres qui sont sortis, un en Italie, un au Brésil, je crois, et un en France beaucoup plus récemment, avec de temps en temps des articles entre les 1985 et 1995 qui sont sortis en appelant par exemple thérapie systémique individuelle la thérapie familiale sans la famille. Ce qui est très pratique pour réfléchir au concept de le définir comme par un vide finalement. Quelques maladresses donc de définition, mais les thérapeutes systémiciens ont fini par utiliser tout un tas de concepts dans l'approche individuelle de la prise en charge. Alors, ça c'est pour le contexte historique. Maintenant, ça ne résout pas la question de tout à l'heure. Comment utiliser tout ce qu'on a pu entendre aujourd'hui, et bien plus, je l'espère, dans un contexte individuel? Eh bien, ça pose la question suivante. Effectivement, on peut inviter la famille, on peut utiliser des objets flottants pour invoquer quelque part la famille, que ce soit la chaise vide, que ce soit le génogramme, c'est-à-dire matérialiser d'une façon ou d'une autre ceux qui ne sont pas là, les absents. Mais ça pose la question suivante. Est-ce que l'individu, en lui-même, tout seul, dans son coin, là, sur sa chaise, en face de moi, ou sur son divan, peu importe, peut être considéré comme un système? Alors, spoiler alerte, oui, mais on va le définir un petit peu plus précisément. Alors ça, c'est des grands termes de différents auteurs. Alors Gunther nous parle d'écosystème individuel, c'est-à-dire que lui va considérer que l'individu, c'est un carrefour, en fait. Pas le magasin, pour les voitures, là, où eh bien, c'est un carrefour entre différents systèmes qui ont eux-mêmes leurs valeurs, leur mission, leur but, leur homéostasie, et chaque croisement de tous ces ensembles de systèmes, alors il peut y en avoir une infinité finalement, c'est ça la complexité, eh bien l'individu va être ce carrefour-là. C'est-à-dire qu'il va avoir une indépendance relative par rapport à chacun de ces systèmes,
et aussi une liberté relative. Et qui dit liberté et indépendance relative dit dépendance relative aussi. Et alors l'inverse de la liberté, on pourrait dire l'enfermement, mais disons, on va plutôt traduire ça en termes de relation. Varela, lui, alors système autopoïétique, on va la faire court parce que non, sinon non. L'individu est son propre produit, tout en étant le moyen de production. C'est-à-dire, je vais faire quelque chose, je vais avoir un effet sur l'environnement, et cet effet-là, je vais en tirer des informations, ces informations vont faire partie de moi, donc je vais finalement être mon propre produit. Je vais me créer moi-même en contact avec plein de systèmes. Gödel, on va passer. On va plutôt s'intéresser à une définition de Duruz, qui lui est plutôt du côté maraîcher. Il dit, Duruz, il y a eu deux conceptions de l'humain. La première, c'était l'artichaut. Alors, l'artichaut, c'est très bon, mais il dit, l'artichaut, c'est composé d'un ensemble de pétales. Il y avait une conception de l'humain qui disait, on peut, par une pratique spécifique, un emplacement, un lieu spécifique, et toute une boîte à outils riche, eh bien, enlever ces pétales, c'est-à-dire séparer l'individu de chacun de ces systèmes d'appartenance pour, au final, arriver au cœur de l'artichaut qui serait le véritable individu, une espèce d'essence transcendantale pratiquement, qui serait débarrassée de tout un ensemble de choses environnementales qui ne seraient finalement que de la pollution. Duruz dit, ça c'est fini. Maintenant, on est sur des oignons. Nous sommes des oignons. C'est pas qu'on fait pleurer, mais il dit, l'individu c'est un ensemble de couches. Et alors le problème avec les oignons, mis à part leur capacité larmoyante, c'est que si vous vous lancez dans l'entreprise hautement périlleuse d'enlever toutes les couches, eh bien tout ce que vous allez réussir à faire, c'est tomber sur d'autres couches. Et que si vous arrivez à la fin à enlever toutes les couches, vous n'avez plus d'oignon. L'oignon n'a pas de cœur. Alors, les puristes diront, oui, au final, il ne reste que le germe. Et le germe, c'est un peu le bébé, donc on peut revenir à la relation avec la mère. Et on doit... Non. Le germe, ce n'est pas l'individu, ce n'est pas l'oignon. Ça en fait partie, mais ça n'est pas réductible. Alors, j'ai pris un oignon rouge, mais ça peut être autre chose. Donc, l'individu, ça va être un ensemble de choses finalement, et c'est cet ensemble-là qui va constituer l'individu. C'est-à-dire, on va pas, l'oignon n'est pas, on peut dire c'est un oignon, c'est un objet, mais à l'intérieur de cet objet-là, il va y avoir énormément d'éléments qui sont eux-mêmes en relation. Moi, j'aime bien parler de chef d'orchestre. Alors là, c'est moi, j'ai pas mis Duterte 2019, mais c'est moi ça. J'aime penser que l'individu qui arrive, finalement, est un petit peu le chef d'orchestre d'un ensemble de musiciens qui, chacun de ces musiciens, vient de quelque part, a une histoire, a une façon de jouer, a une construction du monde, on en reparlera tout à l'heure, qui lui est propre. Et le boulot du chef d'orchestre, c'est-à-dire la personne à qui je vais m'adresser en thérapie, eh bien, ça va être de gérer cet ensemble de musiciens, selon le public, selon les musiciens qu'il a. Des fois, il y a des musiciens qui sont plus ou moins dysfonctionnels, mais en tout cas, ils sont là. Le chef d'orchestre n'a pas forcément choisi ses musiciens, mais il doit faire avec. Et en fonction de la mélodie qu'il doit jouer. Ça va nous permettre cette idée de musicien dont finalement, la personne que je vais rencontrer, elle a tout un orchestre dans la tête. Alors on pourrait dire un théâtre interne avec des personnages, c'est un petit peu la même idée, mais je préfère l'idée de musique que ça apporte. Pour illustrer ça, on va parler de résonance qu'on a un petit peu survolé tout à l'heure, avec une situation de Madame R. Alors, Madame R, donc c'est une dame qui a 32 ans, qui vient consulter en thérapie. Donc elle vient toute seule, et elle vient avec la demande suivante. Elle est en plein divorce avec son compagnon. Ils ont ensemble une petite fille de 4 ans à l'époque, c'était en 2016-2017.
Donc elle a une fille, plein d'instances de divorce, donc qui dit divorce conflictuel, dit bataille juridique, d'avocat, et pour la garde notamment. Et lorsque je lui pose la question « Pourquoi maintenant ?», elle me dit « Eh bien, je vais me retrouver toute seule face à ma fille. Et je ne sais pas ce que je vais lui transmettre. J'ai envie de venir un peu retravailler mon histoire afin d'en transmettre, disons, le meilleur à ma fille, en tout cas de lui transmettre après y avoir réfléchi et pas de façon brute. » Très bien. Donc nous allons commencer les séances par parler de la relation qu'elle entretient avec du coup, son ex-mari, de la cellule familiale, de pourquoi son divorce, c'était à sa demande, excusez-moi. Et au bout d'un moment, on commence, mais pas la première séance, c'était la 3e, 4e séance, on commence à aborder son histoire personnelle. Qu'est-ce qui a été si terrible dans l'histoire personnelle de Madame R pour qu'elle vienne un peu purifier, clarifier, détoxifier cette histoire-là? C'est tellement grave qu'il y a un truc qui est tombé. Et Madame R commence à me relater une histoire de vie extrêmement lourde concernant ses parents. Donc sa mère l'a eu à 16 ans, donc très très jeune, son père ne l'a jamais reconnu. Elle a donc été un petit peu trimballée, elle a habité entre 0 et 3 ans chez sa grand-mère maternelle, puis chez sa tante, puis retour chez sa mère, puis des passages en foyer, protection de l'enfance. Et plus elle me raconte cette histoire, Madame R, et plus je me dis, ouf, il va falloir que je fasse attention. Parce que, eh bien, je suis un homme, et que l'histoire que Madame R entretient avec tous les hommes qu'elle a pu rencontrer, c'était soit des abuseurs, soit des abandonneurs. Alors moi, ma mission, c'est n'être ni l'un ni l'autre, bien évidemment, mais je me dis, il faut que je fasse extrêmement attention. C'est plus un champ, c'est plus une boîte d'œufs sur laquelle je suis en train de marcher, c'est un champ de mine. Et puis j'ai cette idée. Moins la créativité que je peux développer dans ce cadre thérapeutique est large. Je finis finalement par plus rien dire, être retranché derrière un visage impassible pour éviter de faire une bourde. Et ça ne marche pas, du coup. Le système est bloqué. Alors moi, ce que je renvoie à Madame R à un moment donné, eh bien, c'est ceci. Parce que dans la thérapie systémique, on parle de on y reviendra tout à l'heure, mais on parle de deuxième cybernétique, c'est-à-dire que le thérapeute fait partie du système. Il n'y a pas d'un côté le système patient et de l'autre le thérapeute complètement objectif, complètement externe. Je fais partie de ce système et je me rappelle la résonance. À quoi ça sert pour Madame R que je ressente ça dans cette situation précise? Je cherche, et bien je ne trouve pas la réponse. Du coup, je décide de renvoyer cette information au système thérapeutique. Alors, les mots, effectivement, je ne les ai pas notés précisément, mais je lui dis quelque chose comme ça. Écoutez, Madame R, pourquoi avoir consulté un thérapeute homme? Elle me dit, ben, c'est très simple. Avec les femmes, je ne suis pas authentique. Il y a toujours un rapport conflictuel, donc je préfère un homme. D'accord. Et êtes-vous en sécurité avec moi quand vous venez? Madame R commence à bégayer. Oui, vous êtes un professionnel, vous savez ce que vous faites. Non. Est-ce que vous êtes en sécurité quand vous venez me voir? Madame R hoche la tête. Pas trop. Ah, c'est très intéressant ça. Pourquoi continuer à venir me voir alors si vous ne vous sentez pas en sécurité? Madame R me répond, eh bien, si vous me dites que vous arrêtez la thérapie maintenant, je vais me sentir abandonné. Ah! Là, je dois choisir entre être potentiellement agresseur ou potentiellement abandonneur.
Ça c'est pratique ça. Et là je me dis bingo. Je suis exactement bloqué comme Madame R dans sa problématique. C'est-à-dire elle ne sait pas trop quoi faire avec moi, puis je ne sais plus trop quoi faire avec elle. Et c'est là que je me dis, retour avec mes musiciens. Je lui explique bien sûr tout le laïus sur le système personnel, le système individuel, et je me dis, dans votre orchestre à vous, Madame R, lequel de vos musiciens a le plus peur de venir me voir? Elle me dit, ah, c'est cette idée de quand j'étais petit. Ok. C'est la petite fille. Elle a quel âge, cette petite fille? Elle me dit, ben, entre 7 et 13 ans. À peu près au moment des abus subis. Je lui dis, écoutez, ok. Imaginons sur cette chaise qui est à côté de nous, qu'une petite fille est assise. Elle coupe la poire en deux, elle a 10 ans. Elle a 10 ans, elle a une histoire avec les hommes très compliquée, très très compliquée. Il n'y en a pas un qui est positif dans le tas. Même pas à un moment donné, un professeur un peu bienveillant, un éducateur, zéro. Madame R se met à pleurer, je me dis tiens, j'ai touché quelque chose, on va pouvoir revenir dessus. Je me dis comment on pourrait faire avec cette petite fille qui vient avec vous à chaque fois que vous venez. Vous l'emmenez parce que l'orchestre il n'a pas le choix. Il vient avec vous, tous les musiciens. Il y en a d'autres qui étaient plus rassurés de me voir, mais en tout cas celle-là elle n'était pas rassurée. Dire comment on va faire pour rassurer cette petite fille quand elle vient me voir. On réfléchit, et elle me dit déjà ce que j'aime le moins quand je viens vous voir, c'est quand je vous serre la main, parce que je serre la main, quand j'arrive. Il y a un contact physique et 1 heure avant de venir, j'y pense, j'aime pas ça. Très bien, arrêtons de nous serrer la main quand vous arrivez. On se dira bonjour d'un hochement de tête. Quoi d'autre? Là où je suis mal à l'aise, c'est aussi quand on se serre la main, quand on se sépare, parce que ça veut dire que je ne vais pas vous revoir pendant un moment. Très bien, arrêtons de nous serrer la main quand on se dit au revoir. On teste ça. La fois suivante, on ne se serre pas la main ni pour l'entrée ni pour la sortie. Et je pose la question à Madame R, est-ce que la petite fille, là, elle est rassurée aujourd'hui? Un peu plus. Est-ce que c'est suffisant? Non, pas encore. Et donc on va, je vais pas vous faire tout le déroulé, mais on va passer 3-4 séances uniquement sur ce point-là. Qu'est-ce qui peut rassurer cette petite fille que, 1, je ne l'abandonnerai pas, donc ça au niveau analogique, c'est je continue le suivi, mais surtout qu'elle n'ait plus peur de venir me voir. On va mettre tout un ensemble de pratiques qui vont se mettre en place. C'est plus Madame R et moi qui prenons le rendez-vous à la fin d'une séance, c'est elle qui part et ensuite elle me rappelle pour poser le rendez-vous quand elle se sent prête. Finalement, on s'est vu toutes les 2 semaines, c'est-à-dire à peu près, mais elle a eu besoin, elle, de prendre rendez-vous à chaque fois. Donc je tâchais, dans la mesure de mes possibilités, quand elle téléphonait, de poser un rendez-vous assez rapide. Et c'est là où, finalement, on travaille sur les raisonnements. Parce que moi, de mon côté, quelle question je me suis posée à mon orchestre à moi? C'est qui, chez moi, là, qui résonne comme ça, qui a eu cette émotion pour cette problématique de Madame R? Quelle histoire ça fait vibrer chez moi? Alors, pratique de systémicien, je sais lequel d'entre eux a résonné. C'est celui qui est au fond, là-bas, là. Et finalement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écouté la mélodie qu'on jouait avec Madame R, moi avec mon orchestre, elle avec le sien. Il y a un truc qui n'allait pas. Il y a un truc qui ne m'allait pas. Et finalement, une fois que j'ai chopé le musicien qui résonnait comme ça, je me suis tourné vers Madame R et j'ai dit, bon,
c'est avec lequel de chez vous que le mien, il résonne comme ça? Parce que le mien, il a vu quelqu'un, donc un musicien dans l'orchestre en face, et ils se sont reconnus les deux. Ils se sont reconnus, ils ont hoché la tête, et ils ont commencé à jouer pour emporter l'orchestre. Tout l'orchestre était en train d'être emporté avec eux finalement. Et une fois qu'on a réussi à mettre le doigt sur lesquels étaient en train de jouer différemment, mais ils étaient de connivence, hein, ils se connaissent. Moi, c'était celui à qui on m'a dit, tout petit, que de toute façon, un homme, c'était forcément un violeur potentiel. Parce que regardez les statistiques, c'est toujours des femmes qui se sont fait violer, donc les hommes sont forcément... Mais il est là, hein. Alors, moi non plus, j'ai pas choisi mes musiciens. C'est-à-dire, en plus, je sais qui l'a mis là. Hein. Bon. Lui, j'essaye de le virer. Voilà, je fais ce que je peux aussi. Hein. Mais je le connais, lui. Je sais d'où il vient, je connais son histoire, je sais qu'il a pistonné pour le mettre là. Mais une fois que je sais que c'est lui, j'avais l'idée dans la tête que c'était la petite fille de l'autre côté. Ils s'étaient reconnus. En fait, ils se sont reconnus sur quoi? Eh bien, ils se sont reconnus sur ce qu'on appelle une construction du monde. Alors, la construction du monde, c'est un... Alors, je crois que c'est El-Kaïm. Je crois que c'est Moni El-Kaïm. C'est un prépensé sur la façon dont les choses fonctionnent. Alors, pour faire une définition plus fumeuse, ça risque d'être compliqué, mais mon musicien, il était persuadé que de toute façon, un homme, c'était un violeur potentiel. Mais la petite fille, elle pensait pareil. Parce que tous les hommes qu'elle avait rencontrés, certains se sont effectivement révélés comme étant des abuseurs, et les autres ont été identifiés comme étant partis avant. C'est à peu près l'histoire de cette petite fille. Et les deux, là, ils se sont reconnus, ils ont eu un regard et ils se sont connectés. Et une fois qu'on les a identifiés, on peut raisonner avec eux, justement. Ceci nous amène à quoi? Tout à l'heure, on a parlé de neutralité bienveillante du thérapeute. C'est un concept donc, qui nous vient de loin, et bien avec lequel je vais me permettre d'être en désaccord. Alors, je ne suis pas tout seul, c'est pour ça que je vous dis ça. Parce qu'en thérapie individuelle systémique, et en thérapie systémique en général, la neutralité du thérapeute n'existe pas. Pourquoi? Déjà parce qu'on est dans la deuxième cybernétique, on est dans le système avec les gens. On n'est pas en dehors en train d'observer de façon pure et parfaite, et surtout très objective. Il y a des choses qui se passent en nous. Et on doit renvoyer dans le système cette information-là. El-Kaïm définit la résonance comme, voilà, je le fais marquer, mais je vais le dire quand même, les émotions du thérapeute sont nées dans l'espace thérapeutique. J'aurais jamais rencontré Madame R, j'aurais jamais eu cette émotion-là particulière. C'est bien parce qu'il y a une connexion à un moment donné, El-Kaïm parle d'intersection. Elles n'appartiennent pas donc exclusivement au thérapeute. Alors, si on considère l'oignon, c'est une de mes couches, mais une de mes couches qui fait partie du système thérapeutique. Et donc je dois renvoyer cette émotion. Alors, pas de façon brute. J'ai pas dit à Madame R, excusez-moi, j'ai peur de vous agresser. Je l'ai renvoyé de façon un peu modifiée, un peu détoxifiée. Là, je vous invite à relire Bion, c'est bien ça, Bion. Et donc il est nécessaire de réinjecter dans l'espace thérapeutique. Si je ne le fais pas, si je garde ce sentiment-là à moi, en me disant « Ouh là là, ça ce sont mes problématiques personnelles », je dois donc les gérer de façon personnelle. Madame R n'a rien à voir avec ça, et c'est moi par rapport à ce qu'on m'a mis dans la tête quand j'étais petit, etc. Eh bien, les deux musiciens vont continuer à jouer ensemble. Les deux qui se sont reconnus là, entre les orchestres. Tout l'orchestre va partir avec eux, mais moi je vais priver le système thérapeutique de cette information-là, en la gardant pour moi. Alors, il ne faut pas tout partager, mais là c'était important parce qu'il faut la partager au service du changement. Parce que la thérapie systémique, c'est ça. C'est en vue de changement. Alors je ne sais plus si c'était El-Kaïm qui disait ça, mais
Bon, c'en est un qui devait être tout aussi intelligent, qui disait « Si vous ne faites pas partie de la solution, c'est que vous faites partie du problème. » C'est-à-dire que par l'action du thérapeute, eh bien, le système dans son ensemble va maintenir une homéostasie, va maintenir un équilibre. Si on enlève le thérapeute, il y a crise. Mais s'il n'y a jamais crise, il n'y a jamais changement non plus. Exemple, un couple qui s'entend mal, allez, on va enfoncer les portes ouvertes, madame va très mal, elle vient raconter comme quoi son compagnon lui fait toutes les misères du monde une fois par semaine chez son thérapeute. Le thérapeute considère que c'est une thérapie de soutien. Madame R, bon, il n'est plus question de Madame R, ici. Il est fatigué lui aussi. Madame repart dans son couple, elle a pu lâcher un ensemble d'émotions négatives et elle a retrouvé la capacité de supporter son compagnon durant une semaine. Et le couple reste stable comme ça. Alors, c'est pas à moi de choisir si madame ferait mieux de se séparer de son compagnon, mais en tout cas, les relations ne sont jamais redéfinies, remises en question, parce que le thérapeute est là, le compagnon est très content de voir madame revenir, plein d'énergie pour le supporter encore une semaine, et le système peut continuer comme ça. On peut appeler ça un trouble, parce que du coup, là, le thérapeute, il est dans le couple. Il permet au couple de fonctionner. Donc ça, c'est la résonance. Mais, et mes collègues savent ce qui va se passer, je ne sais pas trop combien de temps il me reste, nous allons travailler... Encore une minute ? Parfait. Ah oui, vous allez avoir... Vous savez quoi, je vais même me lever. Alors, on va travailler la résonance de façon plus personnelle. Vous allez vous poser la question de l'intervention que je viens de faire. Et vous allez réfléchir à un élément. L'élément qui vous a le plus marqué, comme ça, le premier qui vient. L'élément qui vous a le plus marqué dans mon intervention. Ça peut être n'importe quoi. Sur le contenu, sur la forme. Alors vous ne le dites pas pour l'instant. Vous le dites pas. Vous le gardez pour vous, le feedback se fera. Vous le gardez. Une fois que vous avez cet élément-là, vous allez essayer d'y associer une émotion. Qu'est-ce que je ressens par rapport à cet élément-là que je retiens de l'intervention du monsieur là-bas au fond? Très bien. Tout le monde est bon? Parfait. Là, on va commencer à travailler sur la résonance. Vous allez vous poser la question. À quoi ça me sert à moi de vous faire ressentir cette émotion-là? Quelle est la fonction, parce que la résonance se centre sur la fonction, quelle est la fonction de cette émotion-là pour moi? Qu'est-ce que ça vient dire de moi? Je vous laisse une minute. Après, je vais vous demander de participer. Petit exemple pour ceux qui sont peut-être... Est-ce qu'il y a des gens qui nagent complètement, j'ai mis en orbite, là, qui sont entre la mésosphère et la stratosphère? Personne. D'accord. Petit exemple. Imaginons que l'élément que... Alors là, on va essayer d'associer un petit peu. Imaginons que l'élément que vous avez retenu soit, je ne sais pas, oh mon Dieu, cette intervention est d'une clarté, d'un brillantissime excellent. C'est l'apothéose de la journée. Je ne sais plus quand. L'émotion associée est une certaine joie peut-être, ou alors une certaine sidération. Non, mieux. Une certaine sidération. Là, ça a l'air très intéressant. Je ne sais plus quoi penser. Où suis-je, que pense-je?
C'est compliqué de dire ça. Je suis complètement sidéré. Alors, c'est pas une vraie émotion, mais ça passe. Quelle fonction ça a pour ce monsieur-là de m'avoir sidéré? Hypothèse. Peut-être il ne sait pas du tout de quoi il parle. Il avait tellement peur qu'on lui pose des questions, il a sidéré tout le monde se tait. Hypothèse. Hypothèse 2. Hypothèse 2. Allez, je vous ai sidéré, hypothèse 2. Je vous ai vraiment sidéré. Gardez l'attention. Il a voulu garder l'attention parce que... parce que quoi? Parce que... Alors, si je réfléchis de façon linéaire, il a gardé l'attention parce que il a une personnalité qui aime bien avoir l'attention. Voilà, ça c'est linéaire. Par contre, si je réfléchis de façon systémique, garder l'attention parce qu'il pense que ce qu'il dit n'est pas intéressant, du coup il a peur de perdre les gens et du coup il en a fait trop pour garder notre attention. Hypothèse 2, on va pas en faire 3. Voilà. C'est bon, c'est plus clair pour tout le monde? Ça c'est de la résonance, c'est-à-dire qu'est-ce que mon système à moi, en entrant en contact, en tout bien tout honneur, hein, avec votre système à vous, est venu activer. Et qu'est-ce que ça vient dire de mon système à moi? Allez, petite participation, une, deux personnes. On va essayer. Il n'a pas peur. Allez, participe. Alors, on va partir sur une révision structurelle. Je vais me mettre un niveau. On va le mettre de l'autre côté. Alors, donc, quoi? Qu'est-ce que j'ai préféré? Élément, émotion, hypothèse. Alors, élément, l'humour. Ah bon? Émotion, bah, du coup, agréable, du plaisir quand même, finalement, d'entendre cette intervention-là. Hypothèse, effectivement, peut-être attirer l'attention pour me marquer que j'enregistre bien l'information, que ça soit bien enregistré de ma part. Hypothèse, bonne hypothèse. Alors, hypothèse qui, dans un suivi thérapeutique, viendra être questionnée. C'est-à-dire, hypothèse, ok, est-ce que c'est ça? Du coup, je vais poser la question pour vérifier cette hypothèse. Si elle est vérifiée, bah, je suis trop fort. Si elle n'est pas vérifiée, eh bien, le questionnement m'apporte d'autres informations qui, du coup, créeront une autre hypothèse que j'irai vérifier, etc. Une deuxième personne veut participer. J'aime bien quand les gens participent. L'orchestre. Même, je vais dire orchestre, chef d'orchestre, avec une introspection. Et hypothèse, il veut nous faire réfléchir sur nous-mêmes, nos capacités, nos... Hypothèse. Je vous remercie. Et alors, ce qu'il y a bien dans la résonance, c'est qu'on peut aller encore beaucoup plus loin. C'est-à-dire que... Là, je ne vais pas vous faire participer, mais je vais vous laisser sur cette réflexion-là. Qu'est-ce que ça vient dire de vous et de vos systèmes à vous d'avoir ressenti ça, là? D'avoir repéré cet élément-là, associé à cette émotion-ci. Et quelle hypothèse vous pouvez faire sur vous-même? Alors là c'est très personnel, mais c'est un petit peu pour vous faire toucher du doigt le travail du thérapeute systémicien qui vient aussi réfléchir, qui tourne aussi ses outils vers lui-même et qui va les utiliser pour avoir une meilleure connaissance de lui-même. Parce que attendez, je vais le remettre là parce que le petit gamin là, il est bien gentil, mais si lui là au fond, je le connaissais pas, il est bon, c'est un musicien, il fait partie de l'orchestre.
mais que j'avais pas réfléchi sur d'où il venait, pourquoi il était là, quelle était son histoire, eh bien, j'aurais peut-être pas su aussi précisément que c'était la petite fille qui voyait. Alors là, c'est Madame R qui m'a parlé de cette petite fille, mais j'avais quand même une petite idée de ce que ça pouvait être. Après, c'est elle qui me l'a précisé, cette idée-là. Alors, le but du jeu n'est pas non plus de tous les connaître, mais d'en connaître effectivement le plus possible pour continuer ce travail d'introspection systémique. Je vous remercie.